Mon Dieu, cette guerre, l'avait-il rêvé? D'abord par imagination d'enfant, puis par ambition aventureuse de jeunesse, enfin par impatience de sa capacité professionnelle. Et maintenant que la guerre était là, l'inquiétude saisissait l'officier. Serait-il brave, lui qui rêvait de l'être tant? Le 3 août 1914, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France et à la Belgique. Charles de Gaulle est lieutenant, il a 24 ans. Il écrit dans un de ses carnets qu'il tient au jour le jour. Adieu mon appartement, mes livres, mes objets familiers. Comme la vie paraît plus intense, comme les moindres choses ont du relief quand peut-être tout va cesser. C'est la route de Dinan que suit le régiment. Marche de nuit. Tout le monde sent qu'on va au combat, mais tout le monde est résolu et plein d'entrain. À 6 heures du matin, boum boum, la danse commence. Ce sont les premiers coups que nous recevons de la campagne. Quelle impression sur moi? Pourquoi ne pas le dire? 2 secondes d'émotion physique, gorge serrée, et puis c'est tout. Les troupes françaises doivent empêcher l'armée allemande de franchir la Meuse, mais la citadelle qui domine l'unique pont et la voie de chemin de fer est tenue par les Allemands. Il se demandait s'il saurait se montrer brave. Le moment est venu pour lui de connaître la réponse. Pour me rendre à la section, il me faut franchir le passage à niveau. Je décide de le passer au pas. Et effectivement, je le passe au pas. Mais bon Dieu, quelle fourmi dans les jambes. Je hurle, première section avec moi en avant, et je m'élance. J'ai l'impression que mon moi vient à l'instant de se dédoubler. Un qui court comme un automate et un autre qui l'observe avec angoisse. J'ai à peine franchi la vingtaine de mètres qui nous séparent de l'entrée du pont que je reçois au genou comme un coup de fouet qui me fait manquer le pied. Les 4 premiers qui sont avec moi sont également fauchés, et un sergent tombe sur moi, tué raide. Lui qui écrivait la veille de la bataille « Enfin, on va les voir » a tout juste eu le temps d'apercevoir l'ennemi que déjà il est évacué vers l'arrière, jusqu'à Lyon, où on le traite à l'électricité pour redonner vie au nerf abîmé. Impatient de retourner au front, il trompe le temps en écrivant un court récit. Impossible de ne pas le reconnaître quand il décrit un jeune officier exalté qui, la guerre à peine commencée, imagine déjà la victoire. Il y avait au-dessus de Lyon ce matin-là comme une rumeur victorieuse. L'ennemi se repliait devant nos armées. C'était l'invasion endiguée, l'avenir de la patrie certain. Mais de son imagination enfiévrée à la réalité, il y a un pas qui est un pas de géant. Et si à sa sortie d'hôpital, il tient toujours la victoire pour assurer, il peste maintenant contre le temps que cela prend. Fichtre, que tout cela va doucement. Quoi qu'il veuille, la guerre s'installe dans la durée. Vient l'hiver, puis encore un autre hiver. Tout semble s'être arrêté. Les ennemis se font face, enterrés dans des tranchées. On se bat pour 50 mètres de terrain. La guerre sera longue, finit par admettre de Gaulle, qui, promu capitaine, manifeste déjà un esprit critique à l'encontre de l'organisation militaire. Restons tranquilles et préparons-nous. Instruisons nos armées, remanions notre commandement, dressons nos états-majors, accumulons un matériel formidable. Et quand nous serons prêts, attaquons tous ensemble. Attaquer, il ne souhaite que ça, attaquer. Mais il va devoir encore attendre, car il est à nouveau blessé, à la main gauche cette fois. Après plusieurs semaines d'hôpital, il est de retour face aux armées allemandes. 2 blessures n'ont rien entamé de son ardeur. À Dinan, il a montré son courage, il lui reste à montrer sa valeur. L'occasion ne tarde pas. Il monte en ligne à Verdun le 28 février.
Enfin pourrait-il écrire à nouveau. Devant le village de Douaumont, pendant des heures, des milliers d'obus s'abattent sur sa compagnie qui perd 18 officiers et 720 hommes. Il ordonne alors une percée pour tenter de rejoindre une autre unité, qu'il n'atteindra jamais. Disparu depuis 2 mois, il est cité à l'ordre de l'armée. Le capitaine de Gaulle a enlevé ses hommes dans un assaut furieux et un corps à corps farouche, est tombé dans la mêlée. Une mort glorieuse au combat qu'il s'était plu à imaginer. Il avait alors 19 ans. Quand je devrais mourir, j'aimerais que ce soit sur un champ de bataille. J'aimerais que ce soit le soir. Le jour mourant donne à celui qui part un regret moins pesant. J'aimerais que ce soit pour mourir sans regret. Un soir où je verrai la gloire à mon chevet. Un soir où je pourrai, écrasé sous l'effort, sentir passer, avec le frisson de la mort, son baiser brûlant sur ma tête. C'est à 14 ans, la tête pleine de rêves, d'exploits et de grandeur, que Charles annonce à ses parents son intention d'entrer à l'école militaire de Saint-Cyr pour devenir officier. Ma mère portait à la patrie une passion intransigeante à l'égal de sa piété religieuse. Mon père, homme de pensée, de culture, de tradition, était imprégné du sentiment de la dignité de la France et m'en a découvert l'histoire. Rien ne m'émouvait autant que le récit de nos malheurs passés. Des malheurs qu'il ne voudra jamais plus voir se reproduire. Certains naquirent rois, d'autres naquirent princes, officiers, magistrats, gouverneurs de province. Celui-ci né charron, celui-là fabricant, cet autre enfin maçon. Moi, je naquis brigand. En attendant de devenir militaire, il écrit et à l'occasion joue pour la famille une pièce de théâtre dont la leçon est simple. Si nous acceptons que l'autre nous montre ses armes sans préparer les nôtres, nous serons à coup sûr dépouillés. L'Allemagne nous a enlevé l'Alsace et la Lorraine en 1871, la passivité sera coupable d'autres pertes encore. Il n'a pas 15 ans et il énonce déjà ce qui deviendra son obsession. Il faut lutter contre l'immobilisme et la passivité. Persuadé qu'il y aura un jour une autre guerre avec l'Allemagne, il écrit au même âge, 9 ans avant la guerre de 1914, 3 armées allemandes franchirent les Vosges et devaient marcher sur Paris. Le général de Gaulle fut mis à la tête de 200 000 hommes et de 518 canons. De Gaulle eut vite pris son plan. Il fallait sauver Nancy et écraser les Allemands avant leur jonction qui nous serait sûrement funeste. De Gaulle savait qu'il jouait la partie décisive. De Gaulle, général sauveur de la France alors qu'il n'est même pas encore élève officier. Il ne manque pas de culot en imaginant l'avenir. Chargé par les élèves de rédiger et prononcer le discours de fin d'année au collège, il n'y va pas par 4 chemins. Quant à l'avenir, il sera grand, car il sera pétri de nos œuvres. Rien que ça, pas moins. Il en rêvait, Saint-Cyr lui ouvre ses portes. Enfin, lui ouvre ses portes est une image, car comme tous les futurs élèves officiers, il doit d'abord passer une année comme simple soldat pour apprendre à obéir avant d'apprendre à commander. Il avouera qu'il s'en serait bien passé. À la fin de l'année, son capitaine commentera « Ce gars-là ne se sentira à l'aise que généralissime ». Nous vous avons appris qu'il faut avoir gagné le cœur et la confiance de ces hommes. Soyez humains, justes et forts, et alors vous serez des chefs. Saint-Cyr, le vrai Saint-Cyr. 1 an plus tard, l'y voilà enfin. La carrière militaire s'ouvre à lui, il fera métier dans les armes. Elles ont accompli le meilleur et le pire, enfanté l'infâme aussi bien que le plus grand, tour à tour rampé dans l'horreur pour rayonner dans la gloire. Honteuse et magnifique, leur histoire est celle des hommes. Quelque temps plus tard, il notera dans son carnet « La paix est le rêve du sage, la guerre est l'histoire des hommes ». L'histoire de cet homme sera donc la guerre. La guerre de 14 d'abord, les blessures et la disparition à Douaumont. Tenu pour mort par l'état-major et les siens, Charles a été blessé d'un coup de baïonnette à la cuisse. Il est maintenant prisonnier. Mayence, où il est soigné. Osnabrück, d'où il poste une lettre à sa sœur l'informant être tombé aux mains de l'ennemi. Tchoutchine, il change de camp au gré de ses tentatives d'évasion avant d'arriver à Ingolstadt, dans le sud de l'Allemagne.
Pour un officier comme De Gaulle, la captivité, c'est ce qui pouvait arriver de pire. Hors de question de rester en place, hors de question de ne pas chercher à regagner le combat, hors de question de rester prisonnier. De Gaulle, à tout prix, voulait s'évader. Et s'évader pour reprendre le combat, bien sûr, car pendant ce temps-là, ne l'oublions pas, nous sommes en 1916, la guerre fait rage. Il faut s'évader. Il faut s'évader, c'est un devoir. Ingolstadt, c'est un camp de représailles. Ce camp de représailles, les Allemands avaient eu cette idée absolument inouïe d'y réunir tous ceux qui avaient cherché à s'évader d'ailleurs. Par conséquent, vous aviez là tous ceux qui avaient une expérience de l'évasion. De Gaulle était un de ceux-là, mais les autres aussi. Donc, toutes les expériences réunies, vous aviez là un foisonnement d'idées pour s'échapper. À Ingolstadt, le régime carcéral est sévère, très sévère. Et De Gaulle fait très rapidement le constat qu'il n'est pas possible de s'évader du fort. L'hôpital de la garnison, situé dans la ville même, comporte une annexe qui offre plus de chances d'évasion. Pour s'y faire envoyer, il s'empoisonne en absorbant une forte dose d'acide reçue dans un colis de vivres. Je présentais dès le lendemain tous les symptômes d'un ictère sérieux. Le médecin militaire allemand qui m'examinait en fut assez frappé pour m'expédier d'urgence à l'annexe de l'hôpital. Parmi les officiers qui s'y trouvaient en traitement, je rencontrai le capitaine Duprey, animé des mêmes intentions que moi. Vers 17h, à la nuit tombante, tandis que nos deux infirmiers s'absorbent à manger leur soupe, le capitaine Duprey revêt la casquette et le pantalon allemand, ainsi qu'un grand tablier d'infirmier. Pour moi, je demeure dans ma tenue réglementaire d'hôpital. Nous quittons l'annexe sans éveiller l'attention, passant paisiblement devant les sentinelles de la porte, et sortons de l'hôpital devant le poste indifférent. Et nous voilà en ville, libres, au milieu de la foule d'un dimanche soir. Le 8e jour de notre évasion, vers 21h30, nous avions atteint Pfaffenhofen. D'habitude, à cette heure tardive, nous ne rencontrions personne sur les chemins ni dans les villages de la campagne bavaroise. Mais en arrivant sur la place centrale, fort bien éclairée, nous nous trouvâmes soudain au milieu de la jeunesse du bourg qui polissonnait dans la rue. Une semaine de vie sauvage nous avait donné une mine patibulaire qui fut aussitôt remarquée. Quand il est repris, malheureusement, punition. 60 jours d'arrêt de rigueur, au pain et à l'eau, dans une pièce sans lumière, avec 1 heure de promenade par jour, régime sec. Bien évidemment, hors de question de renoncer à s'évader. Sauf que, pendant un certain temps, il faut se faire un peu oublier. Et donc il va entreprendre, pendant un certain nombre de mois, 8 mois, ce qu'il va appeler plus tard un stage de sagesse. Il se tient tranquille mais pas inactif. Il remplit ses carnets de notes de lecture, textes de conférences et réflexions plus personnelles. Il faut être un homme de caractère. Se dominer soi-même doit être devenu une sorte d'habitude, de réflexe moral obtenu par une gymnastique constante de la volonté. Il faut parler peu. Il le faut absolument. Dans l'action, il ne faut rien dire. Le chef est celui qui ne parle pas. Il ne parle pas, mais il écrit. Les fantassins qui ont survécu se rappellent avec amertume ces terrains d'attaque lamentables où chaque jour de nouveaux cadavres s'entassaient dans la boue immonde. Ces ordres d'assaut coûte que coûte, donnés par téléphone par un commandement si lointain. Tandis qu'à 500 km les autres se battent, il est là, inutile à son pays, enfermé derrière les hauts murs de citadelles allemandes. Mais pas question pour lui de céder à l'abandon de ces murs. Transféré à Rosenberg, il échafaude aussitôt des nouveaux plans d'évasion. Rosenberg, c'est un château sur un piton rocheux. Et pour s'en évader, Il faut être plusieurs. Il faut être plusieurs parce qu'il y a des remparts à franchir, à monter, puis à redescendre.
Et puis, il faut des conditions particulières, en l'occurrence, il faut que les gardiens ne soient pas là. Or, il avait remarqué que les gardiens s'absentaient dans des circonstances bien particulières, qui étaient lorsqu'il pleuvait. Quand il pleuvait, les gardiens se mettaient à l'abri, et se mettant à l'abri, ils ne pouvaient pas voir ce qui se passait dans la cour. Une pluie diluvienne nous offrit l'occasion attendue. Profitant d'un moment où l'orage redouble de violence, nous renversons la pierre descellée de la muraille et sortons dans le fossé. Tristany ouvre sans peine la porte du passage sous le rempart intérieur. Là, bien à couvert, nous montons notre échelle, la portons sans bruit à travers le fossé du tennis et la dressons contre le rempart extérieur. Ils seront repris après 10 nuits de marche quand, épuisés, ils auront la mauvaise idée de se réfugier dans un pigeonnier où ils seront aperçus par des paysans. À son retour à Rosenberg, une nouvelle tentative d'évasion avec fausses lunettes et fausses moustaches lui vaut d'être transféré dans une citadelle jugée mieux gardée. Au printemps 18, De Gaulle apprend que les belligérants se sont mis d'accord pour organiser un système d'échange. Un prisonnier allemand rentre, un prisonnier français retourne chez lui. Et il apprend que la chose n'est possible qu'à la condition formelle de s'engager à ne pas reprendre le combat. Alors là, évidemment, cette condition est inacceptable. Et De Gaulle, qui aurait pu s'évader finalement facilement par la filière de l'échange, va y renoncer tout simplement parce que pour lui, ne pas combattre alors que la France est en guerre est quelque chose d'absolument inacceptable. Alors comme l'échange ne marche pas, on va s'évader de nouveau. Et cette fois, dans un panier de linge sale. Je me trouvais transporté dans le panier de linge sale jusqu'à Weissenburg et descendu par une corvée de Landsturm dans le couloir de la blanchisserie où on me laissa seul. Quelques minutes plus tard, je coupais de l'intérieur la corde qui fermait le couvercle et sortis de la maison habillé en paisible promeneur. À Nuremberg, je pris un billet sans difficulté et montai dans l'express de Francfort, mais la malchance s'acharnait contre moi. Un peu avant l'arrivée à Aschaffenburg, 2 policiers entrèrent dans le wagon. L'un se tint à une issue, l'autre, venant à sa rencontre, en partant de l'autre issue, demandait à chacun son Ausweis. Incapable de fournir cette autorisation de voyager, De Gaulle est arrêté et renvoyé à Wülsburg. Captif depuis plus de 2 ans, il écrit à ses parents une de ces très rares lettres dans lesquelles il livre ses sentiments. Je suis un enterré vivant. Excusez-moi de montrer cette faiblesse de me plaindre. Elle est, n'est-ce pas, bien inutile. Croyez que ma résolution n'en est qu'accrue. Cette résolution, c'est bien sûr celle de s'évader, d'aller reprendre les armes, mais il n'en aura plus l'occasion. La guerre se terminera sans lui. Ma bien chère maman, à l'immense joie que j'éprouve avec vous des événements, se mêle, il est vrai pour moi, plus amer que jamais, le regret indescriptible de n'y avoir pas pris une meilleure part. Il me semble qu'au long de ma vie, qu'elle doive être courte ou prolongée, ce regret ne me quittera plus. Que du moins il me serve d'aiguillon à penser et à agir mieux et davantage, pour tâcher de remplacer par beaucoup d'heures obscurément utiles les quelques heures décisives et triomphantes que je n'aurais pas vécues. Étonnante photo d'une famille dont tous les fils ont combattu et sont tous revenus de la guerre. Resterai-je dans l'armée? Quel avenir médiocre m'y sera fait? Au point de vue militaire, je ne me fais aucune illusion. Je ne serai qu'un revenant. De retour en France, l'inaction dont il a souffert en Allemagne lui devient plus cruelle. Moins que jamais, il ne se sent fait pour l'attente. Il lui faut l'action, le mouvement, la tempête, l'adversité à combattre. Dans son carnet, il note une phrase de Flaubert. « L'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises. » Mais comment pourrait-il se lancer dans de grandes entreprises quand la captivité a ruiné ses rêves? Ce sont les bouleversements de l'après-guerre qui vont lui offrir une occasion de rebondir, de repartir de l'avant.
La fin de la guerre a modifié les frontières à l'est de l'Europe. Les empires d'Europe centrale ont été démantelés au profit de nouveaux États. Tchécoslovaquie, Hongrie et Pologne, qui vient de prendre l'initiative d'attaquer les communistes russes qui menaçaient sa frontière est. Des officiers français étant chargés de la formation des troupes polonaises, De Gaulle se porte volontaire dès janvier 1919 et souhaite partir au plus vite. Qu'est-ce qu'il espère gagner en Pologne? Peut-être se battre, préparer l'école de guerre, gagner des décorations, reconstituer sa carrière de façon à se remettre au même niveau que ses camarades de sa promotion de Saint-Cyr qui, eux, ont vécu toute la guerre. Devenu instructeur auprès de l'armée polonaise, il écrit à ses parents qu'il se sent renaître. Je me trouve peu à peu tel que je me suis connu avant cette odieuse captivité. En juillet 1920, la capitale polonaise, Varsovie, est menacée par l'armée rouge. Comme les autres officiers français, De Gaulle est autorisé à rejoindre les troupes combattantes polonaises qui vont contraindre l'armée rouge à reculer. Dans les plaines polonaises endeuillées par la guerre, De Gaulle a acquis la conviction que victoire et défaite sont des questions morales. La victoire est à celui dont la cause est juste et qui ne baisse pas les bras. La paix restaurée en Pologne, il va rentrer en France. Il écrit à ses parents. Je quitterai la Pologne pourvu, je puis le dire, de notes tout à fait exceptionnelles et qui me refait complètement la situation militaire que la captivité odieuse m'avait enlevée. Et maintenant, que faire ? Cette question « que faire » ne vaut que pour sa carrière militaire, car pour sa vie privée, il sait très bien ce qu'il va faire. À l'occasion d'une permission, Charles a rencontré une jeune femme de Calais, Yvonne Vendroux. Ils sont allés ensemble au salon d'automne au Grand Palais voir un tableau de Van Dongen qui faisait beaucoup parler, puis sont allés prendre le thé. Faux mouvement ou geste calculé. Charles a renversé du thé sur la robe de la jeune femme qui n'a pas bougé, n'a dit mot, n'a laissé rien paraître. Ne rien montrer aux autres de ses sentiments ou émotions, écrit-il au long de ses carnets. Et la jeune femme est comme lui. Voilà une femme de sa trempe, une femme à sa mesure. Quelques jours plus tard, il l'invite au bal des Saint-Cyriens. De la soirée, on ne les voit pas danser. Ils passent leur temps à parler, parler, parler. Le mariage est célébré le 7 avril 1921 et le couple s'installe à Paris. De Gaulle a 31 ans. Il est professeur d'histoire à Saint-Cyr avant d'entrer à l'école de guerre qui, comme la guerre de Pologne, lui permettra de reconstruire sa carrière militaire. Asseyez-vous, messieurs. À sa sortie à l'automne 1924, il est affecté à l'état-major particulier du maréchal Pétain qui a remarqué ses qualités d'écrivain et d'orateur à l'occasion de conférences à Saint-Cyr. Le maréchal s'est mis en tête de publier un livre sur l'histoire du soldat, mais il a besoin de quelqu'un qui tienne la plume à sa place. Ce sera De Gaulle. Jusqu'à ce que le livre parte pour plusieurs années au fond d'un placard et que De Gaulle soit muté. À Trèves, en Allemagne, ou à l'automne 1927, il prend le commandement d'une unité de chasseurs chargée de veiller à la démilitarisation de la Rhénanie, la région allemande qui fait face à la France. La guerre n'est pas finie depuis 10 ans qu'il est convaincu que la France doit se préparer à une nouvelle guerre avec l'Allemagne. Ayant tiré les enseignements de la guerre de Pologne, il enseigne à son unité la guerre de mouvement, avant d'être muté en 1929 au Liban, alors protectorat français. Affecté au service de renseignement, il parcourt le Liban et la Syrie en tous sens, quand il n'est pas en panne. La seule vue de la mer et de celle-là rend les idées plus claires. Et l'on admire Thémistocle d'avoir fait placer la tribune de l'Agora de telle façon que les orateurs aient toujours les yeux sur la Méditerranée. Lors d'un discours à l'université de Beyrouth en juillet 1931, longtemps avant l'heure des indépendances, on l'entend dire aux étudiants libanais « Il vous appartient de construire un État et de lui donner cette vie propre, cette force intérieure sans laquelle il n'y a que des institutions vides. »
Il veut de l'action et que lui offre-t-on à son retour à Paris en octobre 1931 ? Un emploi de bureau au secrétariat général de la Défense. Il ne va pas y aller, il va demander une autre affectation. Eh bien si, il y va. Enfant, il était ébloui par les Invalides, il va y occuper un bureau. Et pas juste en passant, mais pendant 6 ans. Depuis longtemps, il n'aime plus les photographes. Il ne prend la pose que pour faire plaisir à la famille, mais semble affreusement mal à l'aise, et toujours encombré de son grand corps, au point qu'il donnerait presque à rire, si ces photos n'étaient celles d'un homme qui lutte pour, comme il l'écrit, ne pas laisser voir les mouvements de son âme. Philippe, le premier enfant de Charles et Yvonne, est né à la fin de l'année 1921. On suivit 2 filles, Élisabeth en 1924 et Anne au premier jour de 1928. L'homme qui voudrait tenir secret ses sentiments n'a pu s'empêcher de laisser percer sa mélancolie en écrivant dans son carnet. Quand un jour, tôt ou tard, il faut qu'on disparaisse, quand on a plus ou moins vécu, souffert, aimé, il ne reste de soi que les enfants qu'on laisse et le champ de l'effort où l'on aura semé. Alors, de ce début des années 30, ne subsistent que des photos dans lesquelles la douleur se dissimule sous des airs de bonheur familial. Où il fait comme si Anne, sa dernière fille, n'était pas gravement handicapée sans aucun espoir de guérison. De Gaulle n'est pas homme à se laisser aller à la douleur. Toujours plus convaincu que la nouvelle guerre avec l'Allemagne approche à grands pas, il se plonge dans 2 dossiers essentiels pour préserver l'avenir. L'organisation de la nation en temps de guerre et l'établissement du plan de guerre français. Ce travail lui fait rencontrer de nombreux responsables politiques. Il mesure alors à quel point les questions militaires sont loin de leurs préoccupations. Un peu désabusé, il écrit « Nous autres, soldats, nous sommes un manteau. On n'existe que quand il pleut. » Il va bientôt pleuvoir, mais en ce début des années 30, ils sont bien peu à voir venir l'orage. L'Allemagne cherche à obtenir la renégociation du traité de Versailles qu'elle a dû signer après sa défaite. L'adversaire le plus acharné de ce traité, Adolf Hitler, mène campagne contre les réparations dues à la France. Mais personne ou presque ne veut croire que cela soit le prélude d'une nouvelle guerre. Le ton de l'Allemagne nous montrera avant longtemps qu'ayant perdu barre sur elle, nous devrons laisser tomber morceau par morceau tout le traité de Versailles. C'est pour presque tous une certitude, la guerre de 14-18 était la der des der. Au désespoir de Gaulle, l'heure est au désarmement. Le mot d'ordre est « plus jamais ça ». Ladies and gentlemen, it is my duty and privilege to declare open the proceedings of the First World Conference on Disarmament. C'est la course aux armements, pensent les pacifistes, qui a été la cause du conflit. Interdisons les moyens offensifs, aviation, chars, artillerie lourde. Faisons en sorte que les forces soient équilibrées et personne n'osera déclarer la guerre à personne, croit-il. It is in our power to lift the nation to these promised heights. Pour De Gaulle, cette paix n'est qu'un rêve, rien qu'un rêve dont il faudra bien se réveiller avant qu'il devienne cauchemar. Le 7 mai 1932, le président de la République, Paul Doumer, est assassiné. Le jour des obsèques, devant les militaires qui défilent semblables à ceux de 1914, De Gaulle commente « L'armée a cessé d'être quelque chose de sérieux. Les progrès techniques ne sont pas assez pris en compte, qui demanderaient des corps spécialisés. Aviation, chars, artillerie, organisés en grandes unités capables d'un mouvement rapide et constitués de soldats de métier. » De Gaulle a maintenant 42 ans, mais les années n'ont pas entamé son impétuosité. Sans en demander l'autorisation à ses supérieurs, il publie un appel à la modernisation de l'armée, Le fil de l'épée. Le fil de l'épée est un livre réellement fondateur. Fondateur parce que c'est un livre de rupture. Il rompt déjà à ce moment-là avec l'état-major
Et puis Vers la main de métier qui va suivre en 1934, qui est un autre livre de rupture. Dans le parc de Saint-Cloud se déroule la grande manifestation organisée par la section française de Rassemblement universel pour la paix. Il faut rendre le fil à l'épée, écrit-il, à contre-courant du rêve général, brisons l'épée. Le fil de l'épée ne se vend qu'à quelques centaines d'exemplaires. Le grand public qui ne croit pas à la menace d'une nouvelle guerre n'est pas intéressé. Son livre suivant, Vers l'armée de métier, ne se vendra pas mieux. De Gaulle n'aime pas les a priori, il n'aime pas les cadres, c'est un penseur libre. Et il estime qu'à la guerre, il est important, à partir bien sûr des moyens dont on dispose, d'organiser sa stratégie et sa tactique en fonction des circonstances. Il va avancer des théories nouvelles, notamment sur l'arme blindée, qui sont en totale contradiction avec la philosophie militaire de l'époque. La France, je le jure, n'a qu'une volonté. Après une effroyable épreuve, élever ce qu'il lui reste d'enfant dans le travail, dans l'honneur et dans la paix. Après que le parti nazi a remporté les élections, Hitler est devenu chancelier. L'Allemagne, qui a obtenu une réduction considérable de sa dette, a investi dans la construction d'armements et en juillet 1933, Hitler obtient d'une Europe frileuse un pacte l'autorisant à avoir des forces militaires égales à celles de l'Angleterre et de la France. De Gaulle tente de mettre en garde la classe politique française. Le Reich possède dès aujourd'hui 3 divisions blindées et mécanisées et en constitue 3 autres organisées exactement d'après le type que j'ai décrit dans mon livre. Les Allemands auront donc, dès la fin de cette année, mis sur pied le corps spécialisé, alors que chez nous, il n'y a encore aucun commencement sérieux de réalisation. Nous en sommes au point où l'incompréhension des uns et la routine des autres sont devenues non plus seulement fâcheuses, mais coupables. Très vite, De Gaulle réalise qu'il est possible d'avoir les meilleures idées militaires du monde si elles ne sont pas relayées, non pas dans le monde militaire, mais en direction du monde politique, c'est-à-dire là où se trouve la décision, eh bien ces idées ne servent à rien. Il faut avoir accès à un homme politique pour relayer ses idées à la Chambre. Et cet accès, il va l'avoir grâce à Paul Reynaud. Paul Reynaud est un homme politique déjà un peu connu, il a occupé quelques fauteuils ministériels, et Reynaud va être immédiatement séduit par les idées du colonel de Gaulle qu'il va s'empresser de relayer à la Chambre. Paul Reynaud ne va pas réussir à faire passer les idées de Gaulle, bien qu'il y croie, et une grande partie de ceux qui pensent politiquement ou militairement la guerre future vont récuser les idées de Gaulle qui sont en opposition totale avec la conception qu'a l'état-major d'une guerre future. Personne ne veut entendre parler de rénovation de l'armée. Politiques et militaires sont d'accord. Pourquoi se préoccuper de puissance et rapidité quand la France a pour sa défense l'infranchissable ligne Maginot ? Seuls les organes de feu et de guerre flirtent à la surface, tout en restant invisibles. Des collines entières ont été percées de galeries et de chambres jusqu'à des profondeurs insoupçonnées. Voilà 30 ans qu'il lutte contre l'immobilisme. Il faudrait que la France réagisse, s'adapte. Mais ici, rien ne bouge, alors que l'Allemagne, elle, est en mouvement. Quand, en mars 1936, l'armée allemande réoccupe la zone démilitarisée le long de la frontière, la passivité du commandement militaire et de la classe politique française mettent De Gaulle hors de lui. Un peuple qui veut vivre doit organiser sa propre force de manière à pouvoir réagir dans les mêmes conditions que l'agresseur agira. Or, nous n'en avons pas les moyens. Il faudrait des décisions politiques, mais la France n'est préoccupée que de ses luttes internes. Vive la liberté! Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible! Vive le peuple ouvrier de Paris! En mai 1936, les partis de gauche deviennent majoritaires à l'Assemblée. Un gouvernement de gauche est constitué. Quelques heures plus tard, M. Léon Blum vient présenter au chef de l'État les membres de son cabinet, parmi lesquels on compte, pour la première fois en France, 3 femmes ministres. Gauche ou droite, peu importe à De Gaulle.
Le gouvernement de droite n'a pas voulu de ces idées, il va plaider auprès des dirigeants de gauche. Il écrit à Léon Blum. Ne vous semble-t-il pas que le moment soit venu pour vous de jeter au premier plan la question de nos armes? Il faut sortir une bonne fois de cette politique militaire de passivité. Ma conviction est que nous sommes à la veille d'un coup d'éclat allemand. Chez nous, l'union et l'action auraient au fait de calmer Hitler. Hélas, nous tournons le dos au bon sens. Les vacances payées accordées par notre gouvernement ont rendu cette année aux plages de France toute leur animation d'autrefois. Les hommes qui ont refusé de mettre notre instrument militaire en harmonie avec d'évidentes nécessités ont encouru de bien graves responsabilités. Est-ce parce qu'il exprime publiquement ses désaccords avec le commandement? En avril 1936, il est muté au Centre des hautes études militaires. Il est maintenant chargé de cours. Le titre de sa première conférence en dit long sur le combat qu'il ne cesse de mener. C'est en temps de paix que se gagnent les guerres. Il ferme l'année 1936 par une lettre à sa mère. Lettre sans illusion. Nous allons rapidement à la guerre contre l'Allemagne. Il s'agit de survivre. Tout le reste est littérature. Quand commence l'année 1937, la situation internationale s'est encore dégradée. Hitler a envoyé des troupes en Espagne soutenir les fascistes qui ont renversé le gouvernement républicain. Femmes, vieillards, enfants, en proie à la panique courent vers les abris. Mais c'est à peine si le monde a osé émettre un soupir de désapprobation. Face à la menace qui grandit, De Gaulle ne peut rester sans rien tenter. Agir, il lui faut agir. S'il n'est pas parvenu à faire passer ses idées avec des livres, peut-être y parviendra-t-il avec des démonstrations concrètes. Placé à la tête du 507e régiment de chars de combat à Metz en juillet 1937, il veut une unité pleinement opérationnelle capable de réagir vite en cas d'attaque allemande. Les entraînements sont permanents et le matériel est poussé à bout pour qu'il soit remédié à ses défauts. Le char moderne est un fait énorme. Il faut le voir évoluer, tirer, écraser parmi les gens à pied, à cheval ou en voiture pour comprendre que son apparition est une révolution dans la forme et l'art de la guerre. Ces chars nouveaux, il faut les organiser de manière à les employer par concentration. Faisons donc des grandes unités cuirassées. Donnons-leur pour les servir une très solide et très ample armature de spécialistes professionnels. Et De Gaulle, surnommé par ses détracteurs General Motors, alors qu'il est à 46 ans en attente de sa nomination au grade de colonel, fait défiler ses chars à Metz le 11 novembre. De Gaulle ne voit pas uniquement le char comme étant un outil de combat instantané, c'est-à-dire à visée tactique. Il voit l'ensemble des chars combattants réunis comme un moyen stratégique d'imposer une volonté de façon massive, presque politique, à un ennemi. Unités cuirassées et soldats de métier sont devenus son idée fixe. Mais comment les obtenir quand le projet sur l'organisation de la nation en temps de guerre est encore au point mort? En raison de l'indifférence des uns et de la lâcheté des autres. Écrit-il à Paul Reynaud avant de faire un vœu pour 1938. Puisse cette année nouvelle sortir notre pays d'un marasme qui vraiment va grandissant. Le gouvernement autrichien s'incline. Sur toute l'étendue de l'Autriche, les manifestations, les défilés s'organisent, tandis que les premiers détachements motorisés de l'armée allemande rallient Innsbruck. Seule consolation pour De Gaulle, Paul Reynaud est entré au gouvernement. Il est ministre de la Justice. Les circonstances sont telles qu'il faut des hommes d'élite et de formidables remèdes. Au lieu de quoi, Daladier pour la France et Chamberlain pour l'Angleterre signent à Munich un accord qui, en échange d'une promesse de paix, laisse à Hitler les mains libres à l'Est. En effet, après des délibérations qui durent jusqu'à une heure fort avancée de la nuit, les 4 chefs de gouvernement établissent les bases d'un plan commun qui va permettre le règlement du problème germano-tchèque. Sur l'aérodrome du Bourget, une foule immense s'est massée pour apporter l'hommage inoubliable du peuple de Paris au président Daladier. De Gaulle enrage. Les Parisiens se sont
Comme d'habitude, nous capitulons sans combat devant les insolentes exigences des Allemands et nous livrons à l'ennemi nos alliés les Tchèques. Le 1er octobre, dans les conditions convenues par l'accord de Munich, les Allemands pénètrent dans la première zone du territoire des Sudètes. À la faveur de la capitulation d'aujourd'hui, nous connaîtrons un court répit. Comme Madame du Barry, vieillie, suppliait sur l'échafaud révolutionnaire. Encore un petit moment, monsieur le bourreau. Les Français, comme des étourneaux, poussent des cris de joie, cependant que les troupes allemandes entrent triomphalement sur le territoire d'un État que nous avons construit nous-mêmes, dont nous garantissions les frontières. Peu à peu, nous prenons l'habitude du recul et de l'humiliation, à ce point qu'elle devient une seconde nature. Nous boirons le calice jusqu'à la lie. La France a cessé d'être une grande puissance. Nous aurons une année 39 très agitée, sinon sanglante. Depuis 6 ans, la peine a fait que s'éloigner chaque jour un peu plus. Elle n'est plus en 1939 qu'une nuée qui s'effiloche avec le lever du jour. Et ce jour est sombre. Le 1er septembre de cette année-là, violant les traités une fois de plus, l'Allemagne hitlérienne a envahi la Pologne. La Pologne, notre allié. Après 3 années de conquête hitlérienne, la classe politique mesure enfin le gouffre dans lequel plonge l'Europe. Le 2 septembre, le président français Albert Lebrun décrète la mobilisation générale. La France ouvre les yeux comme au sortir d'un mauvais rêve. Et le 3 septembre 1939, 3 ans trop tard, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. De Gaulle est nommé commandant des chars de la 5e armée, mais son unité a été scindée en 2, et les chars dont il prend le commandement sont dispersés en Alsace en arrière de la ligne Maginot. C'est la guerre, mais c'est une drôle de guerre. Alors que le gros des armées allemandes est en Pologne, ordre est donné aux armées françaises de ne pas attaquer. Que dit-il à Albert Lebrun, venu visiter son unité de chars ? Que lui montre-t-il de ce geste du bras qui semble signifier « Allons-y, fonçons pendant qu'il est encore temps ». Comme il y a 25 ans à Dinan, il voudrait crier « Avec moi en avant ». Mais une fois de plus, une fois encore, c'est l'immobilisme qui l'emporte. Il écrit à Paul Reynaud « Monsieur le ministre, notre système militaire a été bâti exclusivement en vue de la défensive. Si l'ennemi n'attaque pas, c'est l'impuissance quasi totale. Or, à mon avis, l'ennemi ne nous attaquera pas de longtemps. Son intérêt est de laisser cuire dans son jus notre armée mobilisée et passive, en agissant ailleurs entre-temps. Il faut, dans les moindres délais possibles, nous mettre à même de faire une guerre active, en nous dotant des seuls moyens qui valent pour cela. Aviation, chars ultra-puissants organisés en grandes unités cuirassées. Mais de qui attendre cet immense effort de rénovation ? Il conclut sa lettre. C'est vous-même, peut-être, qui donnerez une réponse. Peut-être, a-t-il écrit. Commence-t-il à douter que Paul Reynaud ait les épaules assez solides pour s'imposer face à ceux qui refusent une offensive contre l'Allemagne ? L'armée française a été mobilisée, les troupes sont sur place mais ne se battent pas. Les industries d'armement qui devraient tourner à plein, puisque la guerre est déclarée, rappelons-le, nous sommes en guerre, mais les industries ne tournent pas, surtout les industries d'armement, parce que les ouvriers d'armement se trouvent sur le front à ne rien faire. Et c'est devant cette carence absolue de tous les rouages de l'économie française que De Gaulle lance cette espèce d'ultime cri d'alarme. Dans le conflit présent comme dans tous ceux qui l'ont précédé, être inerte, c'est être battu. Il va rédiger un texte qu'on appellera plus tard un mémorandum, qu'il va distribuer à 80 personnalités politiques et militaires. Texte dans lequel il dit en substance, si on ne met pas en œuvre immédiatement mes théories de l'arme blindée, c'est la défaite assurée. Il estime que la France, qui en a les moyens d'après lui, et il a raison, doit saisir l'initiative, doit attaquer l'Allemagne, si c'est nécessaire, de façon à vaincre tout de suite en étant maîtresse de son destin et non pas en le subissant. Certains ne le liront pas, d'autres, comme Léon Blum, le liront après la guerre.
en disant que c'était bien vu, oui, après la guerre, et d'autres enfin, les plus nombreux, le railleront. Voilà, a dit l'un d'entre eux, un daltonien qui parle de couleur. Qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique, lève-la tous d'accord, quel que soit leur sort, ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Il faut attendre le 9 mai, 8 mois après la déclaration de guerre, pour que Paul Reynaud, devenu chef du gouvernement, s'attribue aussi le ministère de la guerre. Mais il est maintenant trop tard pour agir, la France devra subir. Le 10 mai 1940, Hitler lance son offensive contre la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Voici donc la guerre, la véritable guerre, commencée. 2 jours plus tard, les armées allemandes entrent en France et contournent la ligne Maginot en passant par les Ardennes que l'état-major français croyait infranchissable. Me voici en pleine bagarre, appelé hier d'extrême urgence pour constituer une division. À ce point de vue, tout va bien. On m'a donné tout ce qu'on pouvait me donner. Nous verrons bientôt la suite. Le colonel de Gaulle reçoit l'ordre de ralentir les Panzer-divisions allemandes. Le 17 mai, à la tête de moins d'une centaine de chars, il leur tient tête une journée entière avant de devoir se replier. La bataille de Montcornet renforce de Gaulle dans ses convictions. La guerre sera longue et dure. Ce sera une guerre mécanique. Ma chère petite femme chérie, je suis général depuis hier. Je l'ai appris par une lettre que Paul Reynaud m'a fait porter en ligne. Je t'embrasse de tout mon cœur qui t'aime. Rien ne compte plus que ceci. Il faut sauver la France. Sauver la France. Paul Reynaud y croit-il vraiment encore quand il rappelle de Gaulle à Paris et le nomme sous-secrétaire d'État à la guerre? Un homme ne figure pas sur ces images, c'est le maréchal Pétain, que Paul Reynaud a nommé vice-président du Conseil. Le vainqueur de Verdun est partisan d'une capitulation devant l'Allemagne. L'abandon, le défaitisme enveloppent le gouvernement et ont gagné le commandement militaire français. Quelques jours avant cette photo, de Gaulle a écrit à Paul Reynaud « Nous sommes au bord de l'abîme et vous portez la France sur votre dos. Mais une fois devenu le maître, vous nous abandonnez aux hommes d'autrefois. Les hommes d'autrefois me redoutent parce qu'ils savent que j'ai raison. Le pays sent qu'il faut nous renouveler d'urgence. Il saluerait avec espoir l'avènement d'un homme nouveau, de l'homme de la guerre nouvelle. » De Gaulle voit bien que Paul Reynaud fléchit sous le poids des responsabilités. Alors à qui pensait-il en lui écrivant ces lignes? Se souvient-il de ces jours, l'un sous le soleil, l'autre dans le froid, où la mort n'a pas voulu de lui? Songe-t-il à ces jours où il eut simplement de la chance, maintenant qu'il va faire de cette chance un destin? 35 années se sont écoulées depuis qu'adolescent, il s'imaginait général. Et 30 années depuis qu'il écrivait que s'il devait mourir, il voudrait que ce soit avec la gloire à son chevet. Mais en ce mois de juin, la gloire n'est qu'un fantôme déchiré par les canons. Les troupes françaises se battent, mais partout reculent. Craignant de voir Paris bombardé, le gouvernement déclare Paris ville ouverte et se replie au sud, à Bordeaux. Un seul homme est comme de Gaulle, résolu, inflexible dans la tourmente. Winston Churchill, qui a remplacé Chamberlain et a déclaré que quoi qu'il arrive, l'Angleterre ne capitulerait jamais et n'a rien promis d'autre pour les années à venir que de la sueur, du sang et des larmes. Le 16 juin, de Gaulle obtient de Paul Reynaud d'être envoyé à Londres négocier avec Churchill les moyens nécessaires à la poursuite de la guerre. Mais à son retour à Bordeaux dans la soirée, il reçoit un coup terrible en apprenant que Paul Reynaud a craqué. Isolé, il a donné sa démission. Et c'est le maréchal Pétain qui devient le nouveau président du Conseil. À
qui Pétain tourne-t-il le dos avec dédain? Au seul homme du gouvernement qui souhaitait la poursuite de la guerre, ou à lui-même, à ce qu'il a été? Pétain chef du gouvernement, c'est la capitulation certaine. Une capitulation que De Gaulle n'est pas prêt d'admettre. Aussi, dès le lendemain, 17 juin au petit matin, il s'envole pour Londres. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Mais à l'heure où De Gaulle cherche encore désespérément les moyens de poursuivre le combat contre l'agresseur nazi, Pétain, avec des trémolos dans la voix, demande déjà à la France d'accepter la défaite. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. À Londres, le général de Gaulle se montre tout d'abord soucieux du respect de la hiérarchie et de l'organisation politico-militaire de la France. Sa première idée, c'est de se mettre aux ordres de celui qui relèvera le flambeau, celui qui ressaisira l'épée de la France. Il se tourne vers le général Noguès, dont il estime que c'est le rôle au Maroc de prendre cette posture. En définitive, personne ne la prend, ni en France, ni en Afrique du Nord. Et c'est seulement par défaut, en fait, que De Gaulle va à ce moment-là franchir le Rubicon et relever le gant politique de la défense de la France, parce que tous les militaires, à ce moment-là, eh bien, ont laissé tomber l'épée de la France. Cet homme qui n'est rien d'autre qu'un homme déterminé, qui ne représente encore rien d'autre qu'une volonté de rester dans la tourmente et qui refuse de plier, va maintenant, à presque 50 ans, empoigner l'histoire par les naseaux comme le lui avait conseillé son père, 30 ans plus tôt. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. À se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Charles confiera le manuscrit de l'appel à Yvonne en lui recommandant d'en prendre soin. « Si je réussis, lui dira-t-il, ce texte sera important pour nos enfants. Si je réussis. » Je m'apparaissais à moi-même comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait traverser à la nage.